c'est ici, dans le pays rothellois, que se poursuit notre voyage. Peintre décoratrice à Louverny, Valérie Pénel est très attachée à ces Ardennes où elle a grandi. Après ses années d'études artistiques, elle a finalement décidé de revenir vivre dans la région de son enfance, voici un peu plus de 15 ans. Moi, ce qui m'inspire, ce qui me parle beaucoup, c'est toute cette palette, ces dégradés de vert, toutes ces couleurs de terre différentes que je peux travailler, que je peux inclure dans mes toiles, dans mes décors. Et ça me parle beaucoup. Pour commencer, Valérie souhaite nous faire découvrir l'univers d'un autre artiste qui peignait ses tableaux avec des mots et des rimes, Paul Verlaine. Le prince des poètes a choisi de vivre ici, à Juniville, dans les années 1880. Un musée lui rend aujourd'hui hommage. Valérie va y remonter le temps avec Marc Gaillot, un conservateur pour le moins passionné. Bienvenue au musée Verlaine. Merci. Alors, musée mais pas maison. Maintenant, la maison était juste en face. Détruite, j'imagine. Exactement, détruite pendant la Première Guerre mondiale. Donc il ne nous reste de Verlaine à Juniville que l'auberge du Lion d'Or. L'auberge où il s'installait pour écrire. Dis-moi, j'ai l'impression que dans cette pièce, tout est resté dans son jus, comme à l'époque. Ouais. C'est une bâtisse qui date du XVIIe siècle. Une auberge qui a survécu à toutes les guerres, typique du sud ardennais. Et depuis le passage de Verlaine, de guerre est toujours intacte, avec tous ses meubles d'époque. Donc auberge typiquement ardennaise, de la fin du XVIIe. Typiquement ardennaise parce que cour fermée, avec comme seule ouverture vers l'extérieur. Mais la bequette ardennaise, c'est-à-dire l'œil de bœuf au-dessus de l'évier, la télévision de l'époque. La bequette. La fameuse bequette ardennaise, oui. Tu sais ce que ça veut dire, bequet en ardennais? Ça veut dire regarder sans être vu, je crois. Exactement, c'est ça, bequet, c'est voir sans être vu. Une belle pierre à évier et le confort moderne avec la pompe à eau sur l'évier plutôt qu'à l'extérieur. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui avaient... ce type d'installation en intérieur. Ouais. Exactement. Je t'emmène dans la pièce à côté. Et donc nous voilà dans la pièce où Verlaine s'installait pour écrire. Donc un petit peu à l'écart. Les gens mangent plutôt dans la pièce d'à côté. Lui se met dans cette salle-là un peu à l'écart, tout en étant dans la vie du village. Il vient prendre ses repas de midi sur cette table. Et c'est la même, elle n'a pas bougé. C'est celle qu'il a connue. Et après le repas, l'écriture des poèmes. Et donc des feuillets volants, jusque par terre, dit la propriétaire des lieux. On va voir un peu par là. Exactement. Parmi mes pièces préférées au musée, il y a cette banquette. Donc, une des banquettes du café François Ier à Paris, la fameuse photo de Verlaine, assis à la table de bistrot devant son verre d'absinthe. Banquette qui nous a été offerte par un collectionneur et qui est restée dans son jus, complètement intacte. Oui. Voilà. Hors de question de la remettre en état, sinon on enlève toute l'âme de cette banquette. Et juste à côté, le masque mortuaire, donc moulage. Oui. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant parce qu'on voit tous les détails, les rides, les poils. Il a l'air endormi et paisible en plus. Oui. Ouais. Mallarmé, qui fait partie des gens qui font le moulage de Verlaine, et Mallarmé fond en larmes quand on a fini de mouler la face de son ami, parce qu'en fait, quand ils enlèvent le moule, ils lui arrachent les sourcils, tout s'en va. Tout s'en va. Oui. Voilà. Là, c'est une pièce magnifique, ça. Et ce que tu ne sais peut-être pas non plus, c'est que Verlaine a été professeur à Rethel. Professeur de quoi? Professeur d'anglais et professeur de dessin. Et professeur d'anglais avec des méthodes extraordinaires, puisqu'il fait parler ses élèves en français avec l'accent anglais. Ça, c'est original. C'est très original. Valérie poursuit son périple à Rethel, où Verlaine a enseigné. La ville est connue pour une spécialité culinaire vendue dans le monde entier, le boudin de Rethel. Dans cette charcuterie artisanale, on fabrique ce fameux boudin depuis 4 générations. La recette est conservée chez le notaire de la famille de Marie Théouis. Valérie a prévu d'en percer quelques secrets auprès de son amie charcutière. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Alors moi, je connais bien le boudin blanc de Rethel, mais je ne sais pas du tout comment ça se fabrique. Ça tombe vraiment très bien, on vient de démarrer une fabrication. Tu viens? Ouais. Donc voilà, là, on est vraiment au cœur de l'action. C'est ici qu'on fabrique le boudin blanc. Oui. Donc là, on a tous les ingrédients. Exactement. On a de la viande de porc, des œufs frais, du lait, un assaisonnement qui est dosé pour les secrets de la maison, sel, poivre et muscade, et des échalotes fraîches. Donc la première étape, c'est qu'on met
la viande dans le gros robot mixeur. Et donc la deuxième étape, c'est de mettre les œufs. Maintenant, je te propose qu'on mette les ingrédients. Oui. Si tu veux partager cette tâche essentielle avec moi, donc c'est le secret de la maison. Hein. On a du sel, du poivre, 2 sortes de poivre et les échalotes. Donc là, ça y est, Là, c'est bon, tout on est a incorporé. Donc là, on est vraiment sur une étape cruciale où il faut mouliner suffisamment la viande, mais pas trop. C'est là où intervient le coup d'œil, ce côté artisan. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être assez spécialiste de la fabrication du boudin blanc pour arriver à ce grain de viande et savoir le bon moment où on va mélanger le lait. D'accord. C'est pas un temps défini, c'est l'œil vraiment. Voilà. Il y a un nombre de tours un peu défini, mais c'est l'œil qui prime. Ok, donc c'est maintenant qu'on va mettre le lait dans la viande. Mais alors, quelle est l'origine vraiment du boudin de Rethel? Alors c'est intéressant qu'on en parle maintenant parce que justement cette bouillie de viande qu'on voit à l'origine, c'était la bouillie blanche qu'on préparait à Noël. Et en fait le boudin blanc de Rethel est né de l'idée d'un charcutier, il y a 400 ans maintenant, qui a eu l'idée en fait de mettre cette bouillie dans un boyau et de le faire cuire ensuite pour que ce soit plus noble à présenter. Parce qu'il devait recevoir Mazarin qui venait en visite à Rethel dans son château. C'est plus présentable. Voilà, c'était beaucoup plus présentable. Là, on vient de mettre la farce à boudin dans un poussoir manuel, pour être vraiment au plus proche de l'artisanat et de la tradition sur la fabrication de boudin blanc. Donc là, c'est pareil, c'est encore très technique aussi. Enfin, c'est le tour de main, c'est-à-dire qu'il faut maintenir une pression suffisante dans le boyau, dans la façon dont il va pousser la farce dedans. Donc il ne faut pas que ce soit trop tendu parce que sinon ça peut éclater. Il ne faut pas que ce soit trop mou non plus parce que sinon il n'y a pas le bon grammage. Christophe va nous montrer comment on tourne les portions. Donc là, c'est des années et des années d'expérience. Donc là, on a des jolis chapelets de boudin qui sont prêts à cuire. Donc on a préparé une marmite avec de l'eau frétillante dedans, enfin à la limite du point d'ébullition, 90 degrés. Donc le boudin blanc, en fait, est déjà cuit lorsqu'on l'achète. Il n'y a plus qu'à le faire réchauffer, à le griller, à le cuisiner, à l'agrémenter comme on veut. Il est prêt à consommer. Mais voilà. Et moi, en tout cas, j'aurais vu comment on fabrique vraiment ce boudin blanc, parce que je me posais la question. Et là, j'ai vu une belle démonstration de cette fabrication. C'était un plaisir. Après ces plaisirs bien terrestres, place au bonheur spirituel. Valérie souhaite nous faire découvrir un autre trésor du pays rethellois qu'elle aime beaucoup, l'église d'Asfeld. Mais la jeune femme connaît mal l'histoire du bâtiment et compte sur Jean-Marc Briouat, le maire du village, pour en apprendre davantage. Je suis ravie de te rencontrer pour que tu me parles de cette église qui a une forme si particulière. Suis-moi, on va prendre du recul. Ouais. Donc tu vois Valérie, cette église elle est spéciale parce qu'elle aura la forme d'une viole de gambe. Tous les spécialistes nous disent que là, le chœur, c'est la caisse de résonance de l'instrument. Oui. Et ça, tout le reste est le manche. Et le clocher, il représente quoi? Eh bien, le clocher, ça représente l'artiste qui joue de la viole La main de sur, l'artiste. sur le manche. La viole de gambe est un instrument qui produit un son assez proche de la voix humaine. Mais alors pourquoi a-t-elle la forme d'une viole de gambe? Eh bien, il faut remonter au XVIIe siècle pour ça. Asfeld, qui s'appelait Avaux, donc le comte d'Avaux, qui était un très proche de Louis XIV, a décidé de faire quelque chose de particulier dans son fief. Donc son frère était ambassadeur à Venise, donc on connaît Venise avec ses colonnes, ses marbres, ses tours. Et ils ont décidé de faire une église spéciale pour l'époque, une église baroque. Alors pourquoi est-elle faite en briques? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de briques autour de nous. Oui, il n'y a pas beaucoup de briques. Oui. Il y a beaucoup de craie, la craie friable. On n'a pas de pierre dure dans le secteur. Donc, à l'époque, ils ont construit une briqueterie à la sortie d'Asfeld. Et ils ont fait toutes les briques à la demande. Concave, convexe, parce qu'elle est réputée pour n'avoir aucune ligne droite. Alors voilà une belle rotonde. Oui, il faut essayer l'écho de cette rotonde. Oui, on va voir, ça doit bien résonner. Oui, effectivement, la rotonde est ovale. Et ici, en fin de compte, on voit que tout est pensé et imaginé pour la musique. Oui. Alors je vois que même à l'intérieur, elle a une forme vraiment particulière. Oui, c'est simple, elle est ronde. Les choses spéciales dans cette église, 5 chapelles, 5 côtés. Oui. Et avec la voûte, on voit que tout est fait pour qu'on sente vibrer la musique. Quand des artistes viennent faire des concerts, il y a de nombreux concerts à Asfeld, viole de gambe et autres, on sent vraiment le cœur de l'artiste.
Certains artistes viennent même enregistrer des disques ici. Parce que l'acoustique est spéciale. Spécial et voilà, ça fait intime. On est, Oui. on est Oui, entre tous les nous. petits raccoins et tout, c'est très spécial, oui. Toute cette beauté est une formidable source d'inspiration pour notre artiste peintre. Pour réaliser la peinture de ses tableaux, elle vient régulièrement s'approvisionner en pigments à Écordal, dans un endroit qui fait la fierté des Ardennais, le moulin de couleurs géré par Emmanuel Poix. Dis-moi, vous travaillez quelle couleur aujourd'hui? Actuellement, là, on a rentré de l'ocre la semaine dernière, donc une ocre très sèche avec les conditions climatiques qu'on a actuellement. Si tu veux, on peut aller la voir. Il y a Joël qui est en train de préparer des plateaux pour la sécher demain. Ok, allez. Cette fabrique de terre colorante a été créée en 1866. C'est la dernière toujours en activité en France. Voilà l'ocre jaune, là, c'est celle qu'on a rentrée la semaine dernière. Donc ça, c'est l'ocre de Bourgogne. Donc là, tu as vu, l'ocre, elle est vraiment bien pure, bien propre. Donc là, elle est brute de carrière. Hein. Tu as vu déjà la qualité qu'on a, déjà le pouvoir colorant, rien que comme ça. Ouais, ça, c'est une super belle couleur, ça. J'aime beaucoup travailler l'ocre. Mais après, donc, quand elle arrive comme ça, et ensuite, tu en fais quoi? Tu la travailles comment? Bah là, dans un premier temps, on va la mettre sur des plateaux pour la sécher. Donc là, tu vois le wagonnet qui est là. Argileuse et riche en oxyde de fer, la terre des Ardennes ne nécessite aucun traitement, simplement du savoir-faire et beaucoup de séchage. Donc on va les sécher à peu près pendant 6 heures. À quel degré? Bon, entre 150 et 200 degrés. Là, c'est vraiment pour retirer toute l'eau et toutes les impuretés végétales qu'il y a à l'intérieur, pour avoir quelque chose de bien propre avant de pouvoir aller les passer au broyeur, pour avoir la poudre très fine. Pour pouvoir l'utiliser ensuite directement. Ouais, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui, les broyeurs sont électriques. Mais il y a 50 ans, la terre était broyée par une meule entraînée par une roue à aubes, d'où son nom de moulin de couleurs. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment on passe de cette teinte, l'ocre jaune, à celle-ci. L'ocre, à la base, elle est jaune. Si on la sèche à 200 degrés, elle reste jaune. Par contre, comme il y a beaucoup d'oxyde de fer à l'intérieur, rien que le fait de la chauffer à 700 degrés, elle va devenir rouge. Et on la chauffe pendant combien de temps? Là, on compte un peu une journée complète, donc ça fait un four de 10 heures. Donc le début de la chauffe, ça va être l'évaporation d'eau. Oui. Et ensuite, on va monter tout doucement en température et on va maintenir pendant 3 heures à 700 degrés pour obtenir l'ocre rouge telle qu'elle est là actuellement. Et donc ensuite, on va les broyer de la même façon pour obtenir le pigment fini à utiliser en patine, etc. Oui, c'est ça. Là, les terres, elles ont été séchées ou chauffées. Et une fois que toute l'eau et toutes les impuretés ont été retirées, on va pouvoir les emmener au broyeur pour les réduire sous forme de poudre. Donc voilà notre terre de sienne après broyage. Donc là, comme tu peux voir, en finesse, on est de l'ordre de 30-40 microns. Nous, on est plus fin que de la farine. C'est important pour le pigment. Plus c'est fin, mieux ça se mélange, plus ça colore. Moi, si tu veux, tiens, je vais te la montrer à la lumière. Tu vas voir la luminosité qu'on a avec cette terre. Ouais, ça, c'est une teinte qui est très, très chaude, très, très belle à utiliser en patine. Ouais, là, Ah oui. tu vois, donc la Ouais. terre de Sienne, là. Donc là, c'est le pigment principal, hein, c'est notre terre de Sienne des Ardennes. Donc là, extraite à 10 km d'ici. Notre terre de Sienne qui est beaucoup utilisée en restauration du patrimoine, ou comme toi, tu le fais régulièrement en patine. Ah oui, moi je l'utilise beaucoup dans mon travail parce que c'est une terre, une teinte très lumineuse, très chaude. Et puis en plus, c'est la terre de mon pays. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Qui pouvait imaginer que la terre des Ardennes se retrouverait sur les palettes des peintres du monde entier? Ici s'achève notre plongée au cœur de ces Ardennes françaises, dont le charme se révèle subtilement. C'est une région encore méconnue, malgré les tempêtes de l'histoire. Une citadelle naturelle qui offre aux curieux son lot de beauté et de découvertes.